pouvoir, et celui-là ne doit pas se retrouver du jour au lendemain dans d'autres instances où il peut y avoir même des conflits d'intérêts par rapport à notre politique étatique nous-mêmes. Est-ce le cas? Je pense que, non, ce que je suis en train de dire, nous sommes en train de mener une réflexion pour dire que je ne réagis pas un peu au tic-au-tac comme ça, mais j'essaie de tirer des leçons d'une telle situation, qui est une situation assez gênante, il faut le dire, pour dire comment est-ce que nous devons réglementer la sortie de nos chefs d'État. Il doit y avoir au moins des périodes où un chef d'État qui vient de quitter la tête d'un pays devrait rester quand même à équidistance de toutes les activités politiques stratégiques qui impliquent les intérêts nationaux du pays qui l'a servi. Et c'était déjà indécent que son recrutement soit annoncé par le président de la République française pendant qu'il était encore aux affaires. Ce n'est pas des choses normales. Et ces questions-là, il faut qu'on les légifère pour les régler. Maintenant, ceci étant dit, comme aujourd'hui il n'y a rien qui l'empêche sur le plan de la loi, il est libre, selon ses propres considérations de l'éthique, de son éthique personnelle, de faire ce qu'il veut. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est en fait cette implication avec les nouvelles autorités du Sénégal. Là aussi, je ne vais pas être manichéen. Je ne vais pas dire que c'est ça ou c'est pas ça. Parce que c'est un peu complexe et on peut avoir une attitude quand même qui puisse être une attitude qui permet d'aller en profondeur pour dire que tout Sénégalais, qui puisse être, doit toujours être en mesure de servir son pays. D'accord? Je pars sur ce postulat-là. Mais dans un contexte où, effectivement, il y a un débat de redevabilité, de reddition des comptes, on va y arriver. Avec l'implication du président sortant, on n'oublie pas quand même ce qui s'est passé dans ce pays jusque récemment. On va y arriver. Il y a des comptes qu'il faut régler. Ces comptes n'étant pas encore réglés parce qu'il faut le faire sur la base de la justice et du respect des droits de chacun. Mais je pense que il y a quand même une certaine accointance qui mérite d'être clarifiée tout simplement. Parce que déjà, qui est qui? Non, parce que déjà la façon dont Macky Sall et les nouvelles autorités. Mais oui, parce que déjà comment Macky a quitté le pouvoir, ces rencontres qui ont été reconnues par les différents acteurs, notamment les autorités aujourd'hui au pouvoir, qu'il y a eu entre elles et l'ancien régime, donc le président Macky Sall, il faut bien édifier les Sénégalais sur qu'est-ce qui s'est passé lors de ces rencontres-là. Qu'est-ce qui s'est dit entre Macky Sall et Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye, qui justifie que juste après leur sortie de prison, le discours est totalement changé par rapport à M. Macky Sall, qu'ils avaient traité de tous les noms d'oiseaux, traité de... je ne peux pas revenir même sur les propos violents qui ont été utilisés, mais le peuple a le droit de savoir exactement qu'est-ce qui a changé ces relations-là. Est-ce que c'est la réalité du pouvoir qu'ils ont découvert avant même de prendre le pouvoir? Si c'est cela, c'est tant mieux. Ça les permet d'être plus responsables dans la gestion des affaires publiques. Mais j'espère seulement qu'il ne s'agit pas de compromis entre les nouvelles autorités et l'ancien président de la République qui puissent quand même aller dans le sens d'une certaine impunité par rapport aux problèmes qui ont été vécus dans ce pays-là, qu'il faut traiter jusqu'au bout pour qu'on puisse réconcilier les Sénégalais et réunir. Alors, El Amat, on va revenir à vous tout à l'heure, monsieur l'ex-africain. Monsieur Eliman Kane. Voilà. Abikan. El Amat Thiam, est-ce une tempête dans un verre d'eau ou alors vous estimez que Macky Sall a le droit de travailler pour qui il veut, il fait pas de l'ombre, ou alors vous pensez qu'il fait de l'ombre aux nouvelles autorités, histoire de leur dire que je suis parti, mais je reste encore influent à l'international. Dites-nous, qu'est-ce que cela dit? Quel est le message qu'il veut renvoyer selon vous? Bon, moi je dirais que cette rencontre-là n'est pas fortuite. Parce que le monsieur le ministre n'a pas rencontré l'ex-président M. Macky Sall de façon fortuite à l'étranger. Très bien. Normalement, il y avait y avoir peut-être des coulisses pour essayer de faire, pour créer ces rencontres-là entre le président Macky Sall et le ministre de Finances, M. Abdourahmane Sarr. Bon, moi, c'est que chacun peut avoir peut-être une opinion divergente au regard peut-être de ce qui s'est passé. Mais dans l'un ou l'autre cas, il faut, moi, j'ai une opinion personnelle sur cette affaire que
Le président Sall, je pense que ce n'est qu'une continuité de ce que les Sénégalais avaient cette perception lorsqu'il quittait le pouvoir, qu'il y avait une conciliation entre l'actuel pouvoir, le régime, et le président Macky Sall. Il y avait des gens qui disaient qu'il y a un protocole politique entre ces deux partis. Je pense que c'est une continuité. C'est ça pourquoi maintenant M. Macky Sall est... Continuité ou rupture? Non, continuité, ça de nouvelles relations. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle compromission politique qui existe entre les personnalités du nouveau régime et l'actuel régime et l'ex-président de la République. Vous pensez qu'il y a des accointances entre Macky Sall, Ousmane Sonko et Diomaye Faye? Voilà pourquoi ces rencontres, c'est pas une rencontre qui est gratuite. C'est pas fortuit. C'est pas quelque chose qui est arrivé ex nihilo là-bas. Je pense que c'est des choses qui se sont préparées. Après la rencontre de New York, je pense que les deux autorités ont préparé leur rencontre. Pour se dire quoi? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je sais que cette rencontre-là est dans tous les réseaux sociaux. Tout le monde fait que Macky Sall a rencontré le ministre des Finances, M. Abdourahmane Sarr. Et ces rencontres-là, maintenant, quel est le contenu de leur sujet ou quel a été le sujet des débats des personnalités? Mais dans l'un ou l'autre cas, il faut se dire une chose. J'espère qu'il disait peut-être des choses qui allaient dans le sens peut-être d'arranger peut-être les affaires financières. C'est des questions peut-être financières qui se posaient. Mais la question principale que je me pose, qui dit que pourquoi à quelques mois de la fin du mandat de Macky Sall, le commandant M. Macron lui donne un poste aussi stratégique que ça, de diriger cette organisation internationale qui pourrait peut-être influencer dans un sens ou dans un autre les intérêts du Sénégal, ou bien Macky Sall pourrait dans un sens ou dans un autre peut-être influer sur notre politique étrangère. Voilà pourquoi l'acte 1 qui vient d'être posé. Je sais que dans l'avenir peut-être il y en aura d'autres. Mais dans tout ce que je peux dire d'emblée, c'est que cette rencontre-là avec l'ex-président Macky Sall et notre ministre des Finances, le ministre des Finances, c'est pas une rencontre qui est tombée ex nihilo. Abdou Diouf, lorsqu'il est parti du pouvoir en 2000, a été à la tête de la francophonie. Ensuite, qu'est-ce qui dérange aujourd'hui? Bon, c'est que quasiment les gens peuvent attendre parce que il y a aussi les séquelles aussi du pouvoir du règne de Macky Sall, parce que le Sénégal continue à demander des comptes rendus de ce qui s'est passé, la gouvernance, la transparence de Macky Sall et d'autres ça, les événements meurtriers qui sont déroulés ici dans notre pays, parce que jusqu'à présent il y a aucun éclairage là-dessus sur le plan judiciaire. Il y a aucune enquête qui a été diligentée. Mais Vous savez bien qu'il y a une loi d'amnistie qui voilà, est passée par là. j'y arrive. Et du tic au tac, on nous balance une loi d'amnistie qui a été trop controversée au niveau de l'opinion sénégalaise et même internationale, qui dit que voilà, il faut oublier tout, on va se réconcilier comme ça. Mais il y a toujours les gens qui n'acceptent pas cette loi d'amnistie, qui préfèrent plus la lumière à travers ces atrocités qui sont produites jusqu'à emporter beaucoup de jeunes. Il y a des gens qui demandent toujours cette justice. Et tant que cette affaire-là n'est pas éclairée, les gens ne vont jamais lâcher ce sujet. Voilà, parce que tant que la justice n'est pas dite, cette affaire-là ne sera jamais lâchée. Toujours ce sujet-là va revenir sur la place publique. Adouber les nouvelles autorités du Sénégal, en quoi, Eliman Abikan, cela peut-il constituer une menace contre le souverainisme, la souveraineté? Ben, j'ai jamais dit que c'est une menace. C'est des réactions qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Oui, qui sont normales. Les Sénégalais doivent pouvoir se poser des questions quand ils attendent effectivement que les choses soient clarifiées sur le plan de la reddition des comptes par rapport à un régime sortant, qu'on voit que voilà, il y a des accointances qui se font alors que tout n'est pas encore réglé. Et en plus, au-delà de ça, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est pas pour rien que quand je parlais tout à l'heure d'organiser la sortie des présidents, c'est pour les préserver et préserver les intérêts de notre pays. Parce qu'un président de la République devient le premier informateur sur le pays qui vient de servir. Donc il n'est pas normal qu'il puisse être au service d'autres forces qui peuvent avoir des intérêts antagoniques à nos intérêts nationaux. Et ce n'est pas pour rien également que dans nos pays, récemment, le traitement des présidents sortants a été renforcé avec des salaires quand même considérables, avec une sécurité, avec toutes les commodités nécessaires pour qu'ils vivent bien. Mais est-ce qu'on doit bénéficier de ces largesses du peuple sénégalais et ensuite aller travailler pour autre chose? Il y a une incohérence. Je pense que ces questions-là, il faut qu'on les règle définitivement. Ça, ce n'est pas seulement pour Macky Sall. C'est pour n'importe quel chef d'État qui devrait quitter le pays pour aller à autre chose. Donc, ceci dit, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que tous les Sénégalais demeurent quand même des conseillers même, normalement, à ceux qui sont aux affaires. Donc, je ne vois pas de mal
qu'avec Macky Sall, qu'il puisse recevoir des sollicitations de la part de ceux qui sont aux affaires, parce qu'effectivement, pour gérer certaines affaires d'État que personne ne peut connaître dans l'espace public, il faut effectivement un certain nombre de passations de services qui doivent se faire, et s'il le faut, d'accompagnement. Mais je pense qu'il n'est pas recommandable qu'un président qui a été sanctionné, parce que je dis que c'est un président qui n'était pas candidat, mais qui avait quand même un candidat de son camp qui n'a pas été élu. Donc je pense que quand même ce président-là, il doit pouvoir se retirer des affaires et laisser ses successeurs dérouler librement sur la base de ce qu'ils ont promis au peuple sénégalais qui les a élus, et pour éviter également d'autres stratégies de captation. Parce que, voyez-vous, les stratégies de captation ou de capture du pouvoir sont très insidieuses et passent partout. Moi, je disais que l'élection du président Diomaye Faye était une sorte d'aubaine pour le Sénégal, ne serait-ce que sur cet aspect-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas été attendu à la station de président, donc qui n'a pas fait vraiment, qui n'a pas été une attraction pour les différents clubs d'intérêt privés qui sont toujours là pour capter les pouvoirs. En plus, le fait qu'il ait été en prison jusqu'à seulement 3 semaines de son installation ou de son élection comme président de la République, l'a épargné de cette situation à risque véritablement pour tout le monde qui devrait gérer les affaires publiques et qui devrait, une fois aux affaires publiques, être redevable de certains groupes. Mais ces groupes-là, ayant réalisé qu'ils ont raté quelque chose, vont essayer toujours de se retrouver autour du pouvoir. Et ils passent par plusieurs autres portes et fenêtres, etc. Et je pense seulement que ce qui a été reproché au président Macky Sall d'avoir été très souvent, que ce soit vrai ou pas, au service des affaires étrangères ou bien particulièrement de la France, ne devrait pas passer par sa posture actuelle pour se retrouver au sein du palais au Sénégal. Donc je pense que c'est des risques comme ça qu'il faut juste éviter à notre pays. Mais en même temps, pour vous retorquer que la France a perdu des marchés depuis quelques années au Sénégal, avec l'arrivée de la Turquie, l'arrivée d'autres partenaires comme la Chine, etc. etc. Oui, d'accord. Moi, quand je parle de la France, je ne parle pas seulement de la France. Je parle de toute autre puissance étrangère qui a des intérêts qu'elles peuvent gérer chez nous. La France a été plus feutrée sur la base de nos relations historiques, mais également d'une accointance évidente et qui est reconnue par l'ancien régime ici. Et mesurer également la présence de la France en Afrique, ce n'est pas seulement par rapport aux parts de marché. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan stratégique, sur le plan géostratégique, qui font que, en fait, des alliances se tissent entre puissances. La France est en train de perdre presque ses ex-colonies. Oui, je pense que ça aussi c'est dû à un réveil des Africains qui croient et qui travaillent, aspirent de plus en plus à une souveraineté. Vos propos. Alors donc, on va enchaîner on va continuer avec toujours sur ce point-là, avec Abdourahmane Sarr, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, donc qui a participé à cette réunion à New York dans le cadre des assemblées du printemps du FMI et de la Banque mondiale. Mais il se trouve que Ousmane Sonko a soutenu, on l'a entendu, que le FMI et la Banque mondiale n'aidaient presque personne à développer son pays. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la rupture? Que comprendre finalement? Par rapport à cette situation-là, apparemment, on va vers le FMI là. Oui, mais Aliou, je pense que quand même, ces gens-là n'ont pas encore fait un mois au pouvoir. Et ils ont des affaires courantes à gérer. Ça veut dire quoi? Il y a des engagements. Il faut aller chercher des liquidités. Non, il y a déjà des engagements qui sont pris auprès de ces institutions. Et dans justement la perspective dans la réalité de la continuité du pouvoir, ils sont obligés d'aller discuter avec ces gens-là sur la base de ces engagements, mais également sur la base de la suite à donner à ces engagements-là. Je pense qu'il ne faut pas du jour au lendemain changer de langage. Il y a un langage de partenariat qui existe déjà entre le Sénégal et ces institutions-là. Il faut les gérer de façon sereine, mais en même temps
apporter les corrections ou bien les nouvelles orientations que le nouveau régime va apporter dans cela. Ça ne peut pas être une cassure systématique parce que ce n'est pas possible. Les liens étant très forts, c'est des câbles solides qui gèrent nos finances publiques, etc., qu'il faut renégocier, mais dans le temps. Je pense que donc, on ne peut pas quand même dire que ces gens-là ne peuvent pas aller participer à ces rencontres-là. Ce qui est important, c'est ce qu'ils disent dans ces rencontres-là. Et je pense que c'est là qu'ils doivent rendre compte de tout le peuple sénégalais, des postures de l'État du Sénégal par rapport au partenariat et à quelle nouvelle orientation ils vont donner au partenariat avec ces institutions de Bretton Woods, et également de façon générale au partenariat, à la coopération internationale, bilatérale comme multilatérale que le Sénégal compte avoir. Et je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Et j'espère bien que les autorités, surtout le ministre en charge de la coopération internationale également, va remettre sur la table les termes et cadres de cette coopération internationale avec tous les acteurs, hein, pas seulement les FMI, Banque mondiale et autres, mais avec tous les acteurs internationaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des asymétries inacceptables qu'il faut effectivement changer. Il faut le faire avec les acteurs nationaux qui travaillent dans les différents secteurs par lesquels ce partenariat s'exerce. Rupture ou continuité dans le cadre évidemment de la coopération avec ces institutions de Bretton Woods? Bon, pour le moment, on ne peut pas comprendre d'abord, parce que pour expliquer ça, si c'est une continuité ou une rupture, il faut d'abord partir du postulat que quelle est maintenant la politique financière de l'État du Sénégal par rapport à ces institutions-là. Parce que, Monsieur le Président, le nouveau régime-là, le président Diomaye Faye vient d'être élu il y a même pas 1 mois ou 2 mois comme ça. Bon, il faut que l'État maintenant décline sa feuille de route par rapport maintenant à l'avenir que le Sénégal aura à préserver par rapport à ces institutions financières qui jusque-là nous avons des collaborations des collaborations financières, parce que n'oubliez pas que le président dans le cadre du plan Sénégal émergent, le régime sortant avait bien ficelé un plan dénommé plan Sénégal PSE qui jusqu'à 2035. Et lors de la passation de services entre le ministre des Finances et le ministre, son homologue sortant, M. Ba, et le ministre actuel, M. Faba, le ministre actuel des Finances disait qu'on a une ardoise très salée qu'il faudra vraiment résorber. Et je pense que ça fait partie aussi des conditions, comme l'a dit tout le temps M. Khan. Il faut savoir revoir les termes de référence maintenant de comment le plan sénégalais a été concrété ou scellé avec le régime sortant, et actuellement revoir maintenant sur quelle base est-ce qu'on va continuer de travailler avec ces institutions internationales, ou bien on va revoir ce qu'on appelle les termes de référence même de notre collaboration financière dans les années à venir avec le nouveau régime. Je pense que c'est ça qu'il y a les questions de poser. Maintenant, c'est très prématuré de dire s'il y aura rupture ou pas, parce qu'il faut que l'État, le ministre des Finances décline clairement sa politique financière internationale vis-à-vis de ces institutions financières. Et c'est aussi le Premier ministre aussi va bientôt dans les quelques mois à venir décliner sa politique générale voilà, pour nous dire quelle sera pour le faire. Voilà, très bien, pour nous décliner quelles sont la feuille de route du gouvernement dans les années à venir. Alors, malgré tout, hein, peut-être en attendant, il y a une volonté de reddition des comptes. Certains, je dirais, les cours de contrôle de l'État du Sénégal ont été lâchés. Il y a l'OFNAC qui a publié des rapports, le 2019, 2020, 2021. L'IGE aussi lâché, tout comme la Cour des comptes, on dira. Alors, Eliman Abikan, sur l'OFNAC par exemple, il se dit que ces rapports-là, on les a republiés. Oui, il y a des rapports, l'OFNAC, il y avait des rapports qui étaient disponibles jusqu'en 2019, je crois. Donc, mais ils sont restés pas encore à jour parce que les rapports doivent être publiés annuellement. Et donc, il reste encore jusqu'en 2023. Ouais. Donc, je pense que c'est ça, en fait, l'anomalie qui existait. Et je pense que la sortie du président sur cette affaire-là n'est pas en soi un grand événement, mais a un intérêt analytique. Oui, parce que s'il s'agit de publier les rapports, qui sont des rapports statutaires, ça veut dire prévus par la loi organique de ces institutions, qui ont le devoir de les publier d'ailleurs chaque année. La Cour des comptes peut le faire.
Oui, la Cour des comptes publie un rapport sur l'état des finances publiques, etc. Gouvernance de la finances publiques. L'IGE, gouvernance de la société publique. Déclassification. Non, l'IGE même fait un rapport annuel sur la gouvernance des finances publiques qui doit être publié. C'est différent des autres rapports d'enquête de vérification qui sont faits et qui sont souvent commandités également ou bien qui sont dans leur plan d'action. Pourquoi elle ne prend pas un décret pour les déclassifier? Non, c'est-à-dire pour déclassifier, ça, c'est pas les rapports annuels. Ce qu'il faut déclassifier, ce sont des rapports qui ont été commandités, par exemple, de façon spécifique par le président, le premier ministre, etc. Voilà. Et donc, comme c'était le cas sur le rapport concernant le truc, qui a été déclassifié. Et donc, là, c'est là que ça nous rattrape sur la question de la responsabilité des autorités, ne serait-ce que du président, surtout par rapport à l'impunité. Parce qu'il y a des rapports qui leur sont exclusifs. Et c'est à eux de décider s'ils vont le déclassifier pour que le pouvoir soit. Mais là, je pense qu'il s'agit des rapports statutaires que ces organes de contrôle doivent publier, donner au président public et publier. Que ce soit la Cour des comptes, l'OFNAC, l'IGE. Et je pense qu'ils sont en retard sur ces rapports-là. C'est ça qui n'est pas normal. Donc, ils n'avaient pas besoin d'une injection du président public pour cela. Et c'est la loi qui est plus forte que le président de la République qui leur dit que vous devez publier ces rapports. Comment comprenez-vous ces retards? Oui, c'est ça qui est incompréhensible. Mais quand nous avons demandé, par exemple, au niveau de la Cour des comptes, il y a des réponses officielles qui ont été données qui ne sont pas acceptables. Quand on nous dit que oui, les rapports sont à l'imprimerie, c'est au niveau de l'impression, on ne peut pas avoir des retards sur des années. C'est des années pour dire que c'est à l'impression. Ou bien par ailleurs, c'est parce que les rapports doivent être présentés d'abord au président de la République avant d'être publiés. Est-ce que le président sortant leur avait donné la possibilité de lui présenter les rapports-là pour pouvoir les publier? Dès que vous présentez ça au président, vous avez la possibilité. Absolument. Et même ça, c'est des interprétations d'ailleurs, parce que je pense que c'est un débat qu'on avait très longtemps, même depuis la CNLCC de lutte contre la corruption. On leur avait dit que vous n'êtes pas obligé d'attendre, de remettre au président pour publier. La loi ne vous disait pas ça. Par contre, c'est une règle de préséance et de respect des institutions qui voudraient qu'effectivement que le président ait la primeur de ces rapports-là. Le président s'organise pour ne pas les recevoir. C'est possible. Moi, je ne peux pas dire ça parce que je ne suis pas allé demander au président. C'est pas à moi de dire que l'OFNAC doit vous donner le rapport, etc. Mais c'est possible. C'est possible dans le contexte dans lequel nous étions, parce que c'est un contexte marqué, mais de faits d'impunité et d'un discours grave du président de la République lui-même, qui est en fait un discours qui théorise l'impunité. Quand c'est lui-même qui s'était levé pour dire que je mets le coude sur certains rapports, pour dire que oui, il y a certains dossiers, on ne peut pas aller au fond parce que ça risque de stabiliser le pays, etc. C'est un discours public que le président de la République a tenu. Et donc, je pense que le discours du nouveau président doit prendre le départ, justement, et de théoriser, d'avoir un nouveau narratif sur la gouvernance des affaires publiques, contre l'impunité, sur donc l'organisation de la politique, de lutte contre la corruption, pour la transparence, pour la redevabilité. Et je pense que ce qu'il a fait, ça allait être d'abord adressé aux fonctionnaires, et ensuite le fait qu'au deuxième Conseil des ministres, qu'il réitère cette directive à ce que l'information publique soit donnée aux citoyens. Maintenant, ce qui reste qui est plus important, c'est quelle suite est-ce qu'il faut donner à ces rapports-là pour qu'on en finisse définitivement avec l'impunité dans ce pays. Les poursuites, par exemple. Mais oui, c'est ça. Ça c'est la partie liée au système judiciaire. Les poursuites, c'est au niveau du parquet, ensuite les enquêtes qui pourront se faire, etc., instruction sur des dossiers jusqu'à arriver à terme. Mais il y a aussi un autre niveau d'impunité, mais ça concerne les mesures administratives que doit prendre le président de la République quand il reçoit un rapport où l'OFNAC, par exemple, vous dit, recommandation 1, il faut relever ce directeur général de ses fonctions. Je pense que si le président veut donner une suite vraiment efficace et effective à cela, il devrait prendre cette première décision, même si c'est une décision conservatoire, le temps que les choses soient réglées, pour pouvoir encourager ce travail de redevabilité. Voilà. Donc, je pense que c'est à des niveaux également qu'il faut identifier pour en finir avec l'impunité dans ce pays. La Mathiam, effet d'annonce ou véritable exercice de redevabilité?
Bon, avant d'en arriver, si c'est un exercice de redevabilité, parce que dans un pays normal où les lois fonctionnent normalement, je pense que la reddition des comptes est une promenade de santé. Ça ne devrait même pas poser un débat au niveau de l'opinion de la presse, parce que toute bonne personne qui a eu à gérer les finances publiques ou les deniers publics doit, à ton départ, c'est comme si à ton départ, on me demande vraiment, j'attends les problèmes des passeports diplomatiques qui se posaient ces dernières années-là. Je dis que mais ça ne doit pas même pas poser, parce que c'est ce que l'objet de votre, c'était des faveurs ou des privilèges qui vous ont été conférés au regard de vos fonctions. Puisque l'objet de l'exé pour lequel on vous avait donné ces documents, pour que vous fassiez bien votre travail, vous n'êtes plus ministre, ou bien vous êtes démis de vos fonctions. Mais c'est une question de patriotisme ou d'honnêteté personnelle ou de respect en soi. Mais vous devez libérer tout le matériel, parce que le matériel a été donné, a été conféré pour la poste. Mais revient aussi, quand vous êtes aux affaires de gérer les deniers publics, mais la moindre des choses, quand à votre départ, vous dites que voilà où j'étais, quand je suis venu, voilà où j'étais les choses, quand je suis venu, voilà les choses. Ou bien quand vous interpellez sur des questions, ne pas créer des superficies ou des jeux de yo-yo pour ne pas dire que tu ne vas pas rendre compte. Mais il faut dire attention. Moi, là où je veux amener juste ma réflexion, c'est que c'est la perception maintenant que l'opinion sénégalaise ou l'opinion publique a de ces rapports-là d'audit. Parce qu'il faut éclairer une chose à l'opinion, que ces rapports, le résultat ou la conclusion de ces rapports-là ne sont pas n'ont pas une base de... Ce n'est pas enfin une accusation. Ce n'est pas parce que tu es épinglé, tu es coupable. Non, parce que les rapports ne sont pas des résultats définitifs, quasiment. Parce qu'il faut faire la part des choses, parce que dans notre système, dans notre institution, il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Les codes de contrôle, nous savons qu'appartiennent à l'exécutif. Et ils ont un chef hiérarchique administratif. Et si ce chef hiérarchique administratif dit à l'IGE ou bien à la Cour des comptes, allez me fouiller une telle entreprise ou un tel ministère, selon les circonstances, mais à son retour, il doit rendre compte. Et maintenant, ce rapport dont il rend compte maintenant à sa hiérarchie, ça va dire que c'est un rapport où c'est un résultat définitif. Il faut faire attention. Parce que ici au Sénégal... Mais avant, il est contradictoire. Hein, non, avant voilà. d'être produit. Ensuite, effectivement, il y a tout un processus. Il y a tout un processus. Parce que vous avez un problème. Parce que ici, il faut faire la part des choses. On ne dit pas une personne, on dit un système, une gestion. Mais pas les personnes. Certes, la personne est le dernier maillot de la chaîne. Mais on audite les procédures, le système juridique, les outils mis en place, la procédure interne, les manuels de procédure. Après viennent maintenant les personnes qui sont responsables ou impliquées dans la gestion, dans la procédure ou dans la chaîne de gestion. Mais ici au Sénégal, dès que vous êtes impliqué, dès que vous êtes inculpé, épinglé par un rapport, tu es fautif, tu es coupable. Alors que les rapports de lui, c'est comme les PV de police, d'enquête de police. Ça donne juste à titre d'information. Maintenant, après, il y a d'autres règles ou des processus qui vont suivre les rapports. Tu vas donner ton contre-rapport. Je donne l'exemple. Vous avez vu l'affaire des 94 milliards. Ici, au Sénégal, la seule... Impliquant Ousmane Sonko et Mamour Diallo, ancien directeur général voilà. des domaines. Vous avez donné cet exemple-là qui est très plus médiatisé que les autres. Vous avez vu, pour vous dire que ce n'est pas parce qu'un compte de contrôle vous a épinglé, c'est pas parce que vous êtes automatiquement responsable ou coupable d'une telle infraction. Non, vous êtes coupable provisoirement. En attendant maintenant de poursuivre. Et ici au Sénégal, dans notre système institutionnel, la seule institution habilitée à donner des condamnations définitives, c'est la justice. Et nous avons dit que c'est la justice qui donne toujours les condamnations définitives, pas une autre organisation administrative. Mais c'est des suspicions. D'accord, je suis d'accord. D'accord, suspicion ne veut pas dire que tu es coupable. Ouais, mais on peut aller en justice. Non, je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis, je veux attirer l'attention des autres qui pensent que quand vous êtes épinglé par un rapport, ça veut dire que vous êtes coupable. C'est ça que je veux appeler l'attention. Ici, la seule institution au Sénégal chargée de dire qu'une personne est coupable d'une telle infraction et la condamnation est définitive, c'est la justice, pas une autre organisation qui appartient à l'exécutif. Parce que les codes de contrôle sont envoyés par leur chef archive qui appartient à l'exécutif. Un député de l'Assemblée n'envoie pas des codes de contrôle. Certes, ils ont une commission d'enquête qu'ils peuvent prévoir en cas de... S'ils ont saisi, ils peuvent faire des commissions, mais ça, parfois, les gens disent qu'ils ont des soubassements politiques. Mais... quand le corps de contrôle, que nous respectons bien, qui passe sur la base, qui c'est des professionnels assermentés, sur la base pour vérifier une entreprise ou bien une société nationale ou un ministère, là, on présume que c'est un travail qui est fait sur la base de bonne foi. Maintenant, libre à la justice, maintenant, s'il y a lieu maintenant de donner suite à cette
manquement là à la justice, maintenant libre à justice de dire qu'une telle personne a commis ces infractions qui ont été retenues sur la base de ces documents ou ces rapports-là donnés par ces agents assermentés. Je viendrai maintenant pour terminer très rapidement sur ce chapitre-là. Bon, je donne l'exemple tout à l'heure des 94 milliards. On nous dit que M. Mamoud Diallo avait porté plainte à son temps. Et l'affaire a abouti jusqu'à la Cour suprême, à la chambre criminelle, qui a donné un résultat disant que M. Mamoud Diallo n'avait rien fait. Et à l'époque, la décision, c'était en 2021, et il avait condamné M. Ousmane Sonko au dépens. Et l'État du Sénégal a payé l'argent. Vous voyez, mais récemment, dans la presse, il y a une contradiction. On dit que l'OFNAC aussi a dit qu'Ousmane Sonko a raison. On va prendre quel résultat? C'est l'OFNAC qui a raison ou bien c'est la justice qui a raison? Et au pire des cas, comme je dis, si on respecte notre fonction du système judiciaire, notre fonction institutionnelle, et dans l'organisation de notre fonction de l'État du Sénégal, c'est la justice qui a le droit de dire qu'une personne est fautive ou qu'une personne n'est pas fautive de façon définitive. Limana Bikan, vous êtes d'accord? Non, je suis d'accord sur le principe de présomption d'innocence. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas une décision de justice, ça c'est clair, c'est évident, c'est élémentaire. Tout le monde le sait, même nous qui ne sommes pas des juristes. Mais il y a une chose qu'il faut préciser, c'est qu'il ne faut pas mettre tous les organes de contrôle dans le même panier. Parce que la Cour des comptes, c'est une Cour des comptes qui peut prendre des sanctions. Il y a même une chambre disciplinaire à l'intérieur. Parce que certaines sanctions sont prises sur la base du travail fait par des magistrats. Donc qui peuvent effectivement, avant même d'aller vers une instruction judiciaire, ont la possibilité de prendre des sanctions et même parfois de discuter, d'échanger avec les fautifs pour trouver les moyens de régler ça. Donc ça, il faut le préciser. Et voilà. Donc, mais également, il faut préciser une chose, que tous ces organes de contrôle fonctionnent sur la base d'une méthodologie claire avec le principe du processus contradictoire. C'est-à-dire que il ne faut pas seulement accuser et aller déposer un rapport. Le principe de la contradiction voudrait que la personne impliquée reçoit donc le pré-rapport, ce qui lui est reproché, et doit répondre. Mais c'est ce que mais les auditeurs mentionnent cela dans les rapports. Donc il faut dire qu'il ne peut pas quand même faire des rapports définitifs sans pour autant entendre la partie concernée. C'est pour cela que je dis que c'est sérieux. C'est très sérieux, c'est du travail sérieux. Franchement, il faut le reconnaître de ces organes de contrôle et doucement les renforcer dans le travail qu'ils font, parce que c'est le travail de base qu'ils font. Il n'a pas beaucoup de moyens, la Cour des comptes, qui a toujours des problèmes. Il faut leur donner des moyens. La Cour des comptes a été quand même renforcée, il faut le dire, récemment, mais il y a toujours... La construction de son siège qui pose problème. Oui, mais bon, ça c'est facultatif, je pense, mais c'est important, les sièges, etc. Aussi. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, on peut travailler de partout, voyez-vous. Mais je suis d'accord, c'est des choses importantes. Par contre, là où il faut les renforcer, c'est en matière de ressources humaines suffisantes. Il faut recruter beaucoup d'auditeurs, beaucoup de vérificateurs, etc., etc. On en a besoin. Et donc, c'est surtout à ce niveau-là, et les moyens de faire les enquêtes, et de se déplacer, d'aller où il doit pouvoir y aller pour trouver les informations, etc. Donc, je pense que c'est sur ce plan-là qu'il faut. Mais il y a quand même des efforts de renforcement de ces organes de contrôle, même récemment sur l'OFNAC, même dernièrement, et qui donne plus de pouvoir même dans l'enquête, d'être beaucoup plus incisif dans l'enquête, etc. Et bon, il y a d'autres réformes qui posent problème sur les mandats. Aussi, l'OFNAC qui a beaucoup plus de pouvoir sur eux, désormais. Voilà, tout à fait. Et donc, ce qui renforce également le processus sur la déclaration des patrimoines, qui est un instrument de lutte contre l'enrichissement illicite. Donc, on a quand même des textes et des instruments qui sont solides, qui méritent d'être toujours renforcés. Mais franchement, le problème par rapport à cette question de lutte contre la corruption, concussion, enrichissement illicite, détournement et autres, etc., c'est l'impunité. Et là aussi, quand on parle de renforcement de capacité, on a mis en place récemment le pôle financier. Il faut renforcer ce pôle financier. Il faut recruter beaucoup de magistrats dans ce pôle financier, mais les spécialiser sur les crimes financiers qui peuvent avoir des caractères très, très, très complexes. On a vu le travail effectué par la CREI. Apparemment, il y avait beaucoup de limites. Ce n'était pas toujours facile pour certains magistrats de comprendre. Oui, même après, quand j'entends l'ancien procureur de la CREI lui-même, qui a beaucoup parlé par la suite,
Mais on se rend compte quand même parfois voilà, des niveaux de légèreté par lesquels on gérait des choses aussi importantes. Voyez-vous? Et donc, je pense que c'est ça. Parce que c'est les crimes financiers. Nous avons beaucoup travaillé, par exemple, sur les flux financiers illicites. Mais c'est là où nous perdons beaucoup plus d'argent que des quelques millions qui sont volés ici, mais qui sont importants. Mais les FFI, où c'est des milliards. Mais nous, il faut que nous ayons, au niveau de nos régies financières et de nos organes de contrôle, mais déjà hyper qualifiés pour suivre les histoires de pricing, de surfacturation, etc., etc. Donc, c'est des procédés très complexes qu'utilisent surtout les grandes entreprises multinationales qui nous font perdre énormément d'argent. De capitaux. Alors, donc, on va parler politique. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Un petit mot, oui. Oui, juste pour dire que moi, ce qui me désole, c'est pas parce qu'on manque de base légale pour que ces structures-là chargées de contrôler la finance ou la comptabilité des comptables publics. Mais, c'est-à-dire, depuis plus d'une dizaine d'années, chaque année, on audite parfois les mêmes entreprises. On constate les mêmes infractions, les mêmes faits, et chaque année, c'est les mêmes choses qui arrivent. Donc, c'est quoi le problème? L'impunité. C'est quoi le problème? Donc, je pense qu'il y a une volonté politique qui manque. Parce que si je me rappelle très bien le temps après le régime socialiste, Wade était venu, on avait, déclenché toute une batterie de médiatisation. On va faire l'audit des régimes des comptes socialistes. Au finissement, si mes souvenirs sont bons, il n'y avait que 2 personnalités qui ont été menacées par la justice. Il s'agit de la dame de Khadidjane qui gère la Solida, je pense, la directrice de Solida, et Mbaye Diouf de Thiès. Ces 2 personnes-là. Mais tous les autres, on a passé par un protocole. Base à la transhumance. Les autres, on a passé par un protocole politique. Après Wade aussi, Macky Sall est venu, c'est Karim Wade. Le reste. Oui, alors, qui disait en pleine audience, on l'a balancé un SMS pour dire que si tu poursuis les poursuites, voilà, on t'est viré. En pleine audience. On le pensez que ça ira mais donc, à ce rythme-là avec Mimi Touré, qui est cité Marito Nian, directeur de cabinet. À chaque fois, on revient à la case de départ. Apparemment épinglé par les cours de contrôle. Ce qui me guérit, chaque fois, on revient à la case de départ. Donc, le problème, c'est le système, c'est le texte, où il y a une volonté, il y a un manque de volonté des autorités étatiques d'aller jusqu'au bout de reddition des comptes. Absolument. Vous avez entendu Non, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et ça, on l'a souvent décrié. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que sur la base d'autres expériences, en 2012 et puis même en 2000, c'est-à-dire les instruments de reddition des comptes ont été instrumentalisés sur le plan politique à des fins purement partisanes. Voyez-vous, c'est ça qui est encore plus grave. Vous pensez que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas, étant rappelé qu'il y a certaines personnalités politiques proches de Diomaye président qui ont été cités dans des rapports. On a cité Mimi Touré, Marito Nian. Je prends au mot le président Bassirou Diomaye, qui lui-même est un inspecteur des impôts et domaines, donc qui est au cœur de cette administration des finances publiques, et donc qui sait ce qu'il en est. Et je suis très content qu'il cite souvent le code de transparence qui date de 2012. Même avant cette théorisation qui n'est pas mal, c'est bon, on a besoin de ça pour s'accrocher sur des concepts et formater nos comportements par rapport à la chose publique. Mais je parlais justement du fait que lui-même, il est très informé de ce qui se passe et je pense que son discours ira jusqu'au bout, c'est-à-dire sera traduit en réalité effective. S'il ne le fait pas, bien évidemment, c'est à son dépens, parce qu'il va se discréditer lui-même et effectivement les Sénégalais sont libres toujours de lui dire que Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord. Et quelle opposition justement pour faire face dans un contexte de reconfiguration des forces politiques, la paire, après sa déroute, c'est le silence ou presque. Amadou Ba, on ne l'entend pas. Il devrait pourtant enfiler le maillot de capitaine de Benno Bokk Yakaar, les alliés de la paire. Certains font les alliés plutôt de Benno Bokk Yakaar, certains d'entre eux ont commencé à faire leur valise, c'est le cas de l'URD, peut-être d'autres aussi. En tout cas, la gauche sénégalaise soutient qu'elle va réévaluer son compagnonnage. Alors, quel avenir politique quelle force politique face à Diomaye et Ousmane Sonko? Bon, je pense qu'actuellement, la première force politique de l'opposition, c'est l'APR.
Parce que Amadou Ba, Macky Sall, bon, il vient de quitter la scène politique provisoirement parce qu'il dit qu'il tient toujours les rênes de son parti. Il n'a pas encore démissionné de son... Macky Sall, oui, il n'a pas encore démissionné parce qu'il a réitéré dans une lettre, je pense. Mais le problème, c'est Amadou Ba maintenant qui a déclaré, je pense, dans une lettre qu'il a adressée aux militants de Benno, parce qu'Amadou Ba, il faut le rappeler, Amadou Ba n'a pas de militants. Amadou Ba n'a pas d'appareil politique. Il s'était appuyé sur l'appareil de Benno Bokk Yakaar et particulièrement de l'APR. Qui n'a pas beaucoup fonctionné. En tout cas, l'APR ne l'a pas beaucoup soutenu. Non, la machine n'a pas bien marché. Et Macky Sall a dit qu'il a repris son parti. Donc Amadou Ba, s'il veut poursuivre son activité politique, ou c'est reprendre, ou bien revendiquer la statut de chef de l'opposition, sur quelle base appareil politique il va le faire, soit Macky Sall va lui léguer son parti, ou bien Macky Sall va créer, l'APR va créer une réunion, comment ils le disent, une assemblée pour dire que voilà, maintenant c'est Amadou Ba qui est devenu le secrétaire général du parti, ou bien Amadou Ba va se démarquer complètement de l'appareil du président Macky Sall pour créer sa nouvelle entité politique. Maintenant, l'avenir ne le dira. Mais quoi qu'il arrive, il faut se dire une chose, mais actuellement, dans la classe politique, il y a quelque part des agissements, des gens qui veulent créer une opposition timide, parce qu'on n'entend pas les grands pontes de l'ancien régime. Ils se sont, en tout cas, on est en train de raser le mur, on ne les entend pas pour le moment. Je sais pas si... Comment vous comprenez ça? Bon, peut-être, il faut laisser peut-être le pouvoir travailler, parce qu'il n'y a pas encore de quoi fouetter un chat. Je pense qu'il n'y a pas encore de matière substantielle pour discuter. La machine de la coalition Diomaye vient de déclencher son régime. Ils n'ont même pas encore fait 2 mois. Il faut attendre peut-être d'ici 6 mois, 1 an, pour voir quelle est la conduite du politique. Et suffisamment attendre aussi la déclaration de politique générale du Premier ministre qui va venir. Comme ça, vous comprenez quelle est la feuille de route, la continuité. Comme ça, il y aura quasiment, le débat va beaucoup se mettre. Actuellement, le débat politique est un peu fermé. Voilà. Alors, Eliman Abikan, qui voyez-vous en face du nouveau régime? Vous savez, moi, je ne suis pas dans cette vision manichéenne, binaire, opposition-pouvoir. Même si nous l'avons mis dans les principes de notre constitution et même vouloir donner un statut à l'opposition. Oui. Non, moi je pense que nous sommes dans le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un pays à construire. Tout est à faire. Un pays qui construit a besoin de rassembler tous ses fils et ses filles, toutes les compétences pour œuvrer dans la construction. L'opposition s'efface. Non, pour moi, la véritable force de régulation d'un pouvoir, et objectivement, c'est le contrôle citoyen. Parce que l'opposition partisane, par essence, n'est jamais ou bien n'est pas toujours objective. Parce que c'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est dans l'opposition, on verra toujours le mal sur ce qui se passe à côté. Ce qu'il faut renforcer sont les mécanismes de contrôle citoyen indépendant et libre. Où le citoyen, parce qu'au fond c'est le citoyen qui est important dans cette affaire, puisse savoir si les gens là ce qu'ils font c'est bien, ils disent bravo, c'est bon, on vous accompagne. Si c'est pas bon, leur dire objectivement et directement en face ce que vous faites, c'est pas bon. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que ces postures-là, c'est des postures qui n'ont que cadre de référence l'intérêt national. Mais ces histoires d'opposition, je m'oppose dans l'opposition, maintenant je ne ferai que dire du mal sur ces gens-là. Ça, c'est comme s'il faut que gaz, il faut que de gaz, il faut que de sourd. Ça a toujours été le cas. Oui, mais je pense, depuis qu'on est allé vers le multipartisme dans ce pays, c'est comme ça. Et même le multipartisme à l'époque, c'était différent parce que c'était sur le plan idéologique, parce qu'il y a des oppositions sur le plan idéologique qui font que les gens ne peuvent pas aller ensemble. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. L'idéologie qui vaille dans ce monde actuel, avec les réalités géostratégiques, c'est l'intérêt national. Comment tous les Sénégalais doivent s'organiser pour gérer l'intérêt national. Aussi, et on a besoin dans cela. Je vous relance sur ça. Sous Macky Sall, c'était comme ça aussi. L'opposition. Mais non, on a eu l'opposition la plus dure, la plus radicale de l'histoire du Sénégal sous Macky Sall. Mais ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas bien. C'est pour ça qu'on a des problèmes sur le plan économique, sur le plan social, la destructuration des familles, la bipolarisation, les clivages qui sont allés trop profonds dans ce pays. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de reconstruire ce pays, de créer, de l'unifier. Et il faut sortir donc de ces chantiers
battus, qui n'ont rien à voir avec nos réalités, parce qu'on dit qu'il faut un pouvoir et une opposition, c'est ça la démocratie, mais de quelle démocratie parlons-nous? La véritable démocratie, c'est quand le citoyen lui-même est impliqué dans toutes les prises de décision et a la possibilité de dire qu'il n'est pas d'accord quand c'est le cas. Très bien. Alors donc, c'est la fin de Revue Ménage à 10h59, temps universel. Mohamed Ali Mouba au micro, Hassan Diouf à la technique. Nous avions dans ce studio Eliman Abikan de l'ex-Africa et El Amat Kiam, il est juriste consultant. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de Revue Ménage qui revient le dimanche prochain. Bonne journée. RFM, bienvenue chez vous.